je suis un élève de l'école buissonnière. J'ai toujours beaucoup aimé l'expression, d'abord parce que j'ai au fond détesté l'école institutionnelle, et d'autre part parce que le buisson lui-même étant l'idée qu'on s'y cache, qu'on en découvre aussi les réalités, je trouve que le mot école buissonnière est superbe. Donc je crois que je suis un diplômé de l'école buissonnière. Je ne suis pas architecte de formation, mais il est vrai que la vocation en architecture est née très tôt, qu'elle s'est exprimée par le fait que mon père m'a conduit voir un architecte pour voir si je voulais faire exercer ce métier, et que l'architecte qui m'en a parlé m'a fait de ce métier une présentation tellement décourageante que je n'ai jamais voulu être architecte. Je ne suis pas architecte, je suis historien de l'architecture. L'historien de l'architecture, à mon sens, il n'a aucune signification. Le savoir qu'il a accumulé n'a aucune signification si son souci principal n'est pas de communiquer, c'est-à-dire de transmettre la capacité à tous ses contemporains, quels qu'ils soient, le privilège immense que représente précisément ce savoir. Dans un monde dont l'histoire est écrite, on ne peut plus se produire sans référence au passé. Fût-ce d'ailleurs pour marquer sa différence avec lui. Le Corbusier est un monsieur dont la culture historique était extraordinairement puissante. Il suffit de regarder ses carnets de voyage. Il s'intéressait évidemment à tout ce qui était l'histoire de l'architecture, donc il pouvait avoir une haute conscience de ce qu'il apportait lui-même dans l'histoire de l'architecture. Mais ce n'est pas par la rupture, ce n'est pas par l'ignorance. Or, dans une certaine mesure, on a cultivé, et en particulier dans l'enseignement de l'architecture aujourd'hui, une certaine, je dirais, culture de l'ignorance en matière d'histoire, qui est le contraire de ce que la grande leçon corbusienne, par exemple, pouvait porter. C'est pourquoi dans les écoles d'architecture, l'histoire de l'architecture est considérée comme secondaire. C'est le drame de la modernité d'aujourd'hui. Et je crois qu'il serait très bien que dans toutes les écoles d'architecture, la première année, soit, mettons les 6 premiers mois, soit consacrée à un enseignement profond d'histoire de l'architecture, de manière qu'on identifie l'art qu'on va pratiquer. La qualité de l'architecture, c'est un mythe, n'est-ce pas, inventé par la critique architecturale, qui permet effectivement de distribuer les bons points suivant les écoles, de dire celui-là, il appartient, n'est-ce pas, il sort de telle filiation et donc il est bon, et d'autres ne l'est pas. Et je m'étonne qu'on crée des institutions pour en parler. L'architecture de qualité, c'est en effet des questions qu'on peut se poser régulièrement. À mon avis, elle est née de l'extraordinaire prégnance de la critique architecturale sur la production architecturale. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on avait une idée de ce qu'était l'architecture de qualité? Je pense qu'il y avait effectivement les maladroits qui ne savaient pas faire tenir droit les églises et ceux qui avaient l'audace de monter très haut les voûtes des églises. Alors, la performance technique est peut-être aussi un élément de la composition de la qualité. J'ai toujours été sensible, je crois que ça fait partie de l'organisation mentale, à l'idée d'aller explorer toujours ce qui se situe à la limite, aux frontières, l'orée, les points de jonction. J'ai voulu regarder s'il y avait quelque chose de vraiment concret derrière tout cela. Il y a évidemment des choses concrètes, mais le temps présent n'a jamais été pour moi que la relation entre deux césures. Et donc toute mon histoire de l'architecture, c'est l'histoire des césures. Donc par fait même l'histoire de la modernité, depuis le paléolithique. Et j'ai tout de suite été très, très intrigué par la notion de renaissance, la façon fluctuante dont c'était, l'espèce de spécialisation que ça entraînait nécessairement. Il y avait ceux qui étaient avant et ceux qui étaient après.